Parfait. Bonjour à tous. Donc comme je vous le disais, on va pouvoir commencer cette formation sur le maillage dans SolidWorks Simulation. Donc je vais commencer par vous présenter un petit peu l'agenda de ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc on va refaire un point en fait donc sur tout ce qui est type d'éléments, qu'est-ce qui existe aujourd'hui sous SolidWorks Simulation. On va faire un point sur les algorithmes de maillage. On va traiter plus en détail donc la partie volumique, la partie coque. Et on fera un détour en fait par les contrôles de maillage. Donc n'hésitez surtout pas à poser les questions directement dans le chat, en fait on y répondra à la fin de cette séance, de façon à pouvoir apporter un maximum d'informations à tout le monde. Donc les types d'éléments en fait sous SolidWorks Simulation. Donc aujourd'hui en fait on va avoir des éléments de type volumique, communément appelés volumiques, en fait ils sont des éléments tétraédriques. Donc qui vont être composés en fait dans certains cas de 4 ou de 10 nœuds. Donc on va avoir des éléments coques en fait idéal typiquement pour tout ce qui est tôlerie, donc des éléments assez fins et élancés, donc qui vont être composés eux de 3 et 6 nœuds, donc de base triangulaire. Et donc on va avoir les éléments poutres ou barres, donc qui sont composés de 2 nœuds en ligne, comme on peut le voir aujourd'hui par exemple sur le logiciel RDM6 ou autre. Alors, donc ces nœuds, ces éléments, comment sont-ils exploités en fait dans le mailleur? Donc aujourd'hui, je ne sais pas si tout le monde fait de la simulation ou a vu un petit peu comment se déroulait la phase de maillage, mais vous avez plusieurs choix de mailleur. Donc on le voit en fait sur la capture que je vous ai mis à l'écran, vous avez donc le mailleur dit standard et le mailleur dit basé sur la courbure. Donc on va commencer par détailler le standard, on viendra ensuite sur celui qui est basé sur la courbure. Donc le mailleur standard en fait est basé sur un schéma en fait qu'on appelle le Voronoi-Delaunay en fait, qui est un schéma de découpage un petit peu particulier. Bon, je vais pas rentrer dans le détail, mais il faut savoir en fait que la phase de maillage se décompose en deux grandes parties. Vous avez le maillage des faces extérieures, par exemple sur un cube, et vous avez ensuite le maillage du volume qui est à l'intérieur de ces faces. Donc peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà rencontré. Vous voyez en fait lorsque le maillage se fait sur la barre de progression, vous avez maillage surfacique puis volumique en fait. Donc c'est cette zone là. Donc après bon, vous avez comme d'habitude la possibilité de régler votre maillage avec le curseur. Bon, ça reste un peu large. Et donc vous avez en fait en dessous les paramètres. Donc on va pouvoir spécifier, donc comme je vous l'ai mis en gros ici, la taille globale des éléments. Et la deuxième case en fait, c'est ce qu'on appelle la tolérance en fait. C'est quelle est la tolérance de déformation de cet élément. Donc après on verra un petit peu plus loin les options avancées. Donc là je vous ai mis en fait le cas sur le mailleur standard où on va par exemple utiliser la transition automatique. Donc la photo en fait en haut, c'est celle en fait qui va être sans transition automatique. Donc on va avoir un maillage traditionnel. Donc avec plusieurs éléments potentiellement dans l'épaisseur, et ainsi de suite. Et donc, ce qu'on appelle la transition automatique, c'est la possibilité, en fait, lorsque il y a des courbures un peu plus prononcées, on va laisser le mailleur automatiquement en fait garnir ces zones-là, en suivant un algorithme en fait qui est défini. Donc on voit en fait sur les zones ici que le maillage est nettement moins régulier parce que j'ai rajouté des congés dans ces zones-là. Donc entre guillemets, on a un maillage moins esthétique et moins régulier. Option intéressante aussi, sur le mailleur standard, en fait, lorsqu'il y a un échec du maillage, vous avez la possibilité, en fait, de le faire réessayer, en fait. On peut lui définir des boucles. Donc là, typiquement, moi j'ai mis réessayer automatiquement en fait le maillage volumique pour avec 3 essais.
Et ça veut dire en fait que si j'ai défini, comme on le voit à droite dans mes options, qu'à chaque fois le facteur de taille passait de 0,8, à chaque fois ma taille d'élément va diminuer en multipliant par 0,8 jusqu'à temps que ça passe. Si ça passe pas au bout de 3 cycles, effectivement je vais tomber en échec comme d'habitude. Une nouveauté intéressante en 2012, lorsque vous avez l'échec sur un maillage, en fait dans l'arbre de création, il va apparaître en fait d'une couleur orangée en fait, contrairement au maillage traditionnel. Et donc la nouveauté, c'est que vous avez la possibilité de remailler uniquement cette pièce-là en lui appliquant un contrôle, qu'on verra un petit peu plus tard. Et donc ça vous évite de passer des heures à relancer un maillage complet. Important, qu'est-ce qu'un maillage compatible ou incompatible? Donc on le voit en fait sur certaines pièces. Donc là je vous ai mis un exemple flagrant, donc un cube posé sur une plaque. Donc vous voyez en fait que la jonction sur la première image, lors d'un maillage compatible, en fait il maille ça comme si c'était un seul corps en fait. Donc dans la continuité. Contrairement au maillage incompatible en fait qui va mailler les deux corps séparément. Donc on voit du coup un maillage régulier. Et ensuite, il va solidariser le tout au travers d'équations. Donc bien entendu, en fait, vous avez le maillage compatible en fait est celui qui est défini par défaut et qui va être le plus rapide. Le mailleur basé sur la courbure. Donc le mailleur basé sur la courbure, en fait, son point fort, c'est qu'il va être capable, en fait, en fonction de la géométrie de votre pièce et des courbures qu'il va y avoir dessus, de garnir plus ou moins fortement ces zones, en fait. Si vous avez une pièce plate, donc on va avoir un maillage qui va être globalement traditionnel, mais dès que vous allez avoir un peu de forme gauche, automatiquement, en fait, sur les zones, il va charger de façon à avoir une définition suffisante. Donc la phase de maillage, ce qui est important aussi, c'est qu'en assemblage, on exploite le multicœur, contrairement au mailleur standard, où lui, pour le coup, vous n'exploitez qu'un cœur. Donc là, ça devient quand même réellement intéressant d'opter dans certains cas sur une simulation plutôt assemblage plutôt que multicore, et opter, selon les cas, pour ce mailleur-là. Donc le paramétrage se définit de la façon suivante. Vous avez ici en fait donc la taille d'élément en fait maximale, la taille d'élément minimale en fait qui va être estimée mais que vous pouvez réajuster manuellement à tout moment. Ici donc on va avoir le nombre d'éléments qu'on va détailler un petit peu plus tard, et ça en dessous le 1.5 c'est le ratio en fait de croissance. Donc ça veut dire typiquement pour passer comment dire, ce qui va se passer, c'est qu'entre la zone la plus petite, pour atteindre le niveau le plus grand, en fait, à chaque fois, il va faire des couches, en fait, en multipliant par 1,5. Donc, point important, comme je vous le disais, donc ça supporte en automatique donc le multicœur, le maillage compatible. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ça vérifie au préalable, avant de lancer l'exécution, si vous avez des interférences en fait dans vos modèles, de façon à être sûr qu'il n'y aura pas de problème en fait, et qu'il n'y a pas déjà des contacts pénétrants. Donc on revient un petit peu sur la définition du nombre d'éléments. Donc pour être plus précis, en fait, c'est lorsque vous faites un trou dans une plaque, la géométrie en fait va être décomposée. Donc du coup, en fait, on va définir ici que sur un trou donné, on veut un minimum de 8 éléments par exemple. On voit en fait dans certains cas que par exemple si vous avez un trou de 10 sur une plaque, vous allez avoir
probablement, enfin sur une plaque pas trop grande, vous allez avoir une définition suffisante. Par contre, sur une plaque de 1 mètre par 1 mètre avec un trou de 1, il va falloir mettre des tout petits éléments en fait pour en avoir suffisamment sur le tour. Et donc on va avoir tendance à perdre en qualité et finalement on ne tient même plus compte du trou. Donc pour définir ce nombre-là, hein, il peut être fixé entre 4 et 36 éléments, basés sur les règles en fait que je vous ai écrites en dessous. Donc si on définit sur 8 par exemple, c'est-à-dire que alpha en fait va être égal à 45 degrés, du coup on va pouvoir en fait calculer notre longueur d'arc h, basée en fait sur le rayon et l'angle en fait. Et donc il faut bien entendu en fait que la longueur d'arc calculée en rouge soit située en fait entre l'élément maxi et l'élément mini en fait qu'on a défini sur le paramétrage de notre mailleur. Sinon, vous allez avoir une définition qui va être insuffisante en fait, ça reste incohérent. Donc si je suis pas clair, n'hésitez pas à me le dire, on reviendra dessus juste après. Donc le maillage coque. Donc maillage coque dédié en fait à tout ce qui va être tôlerie, pièces, donc comme je vous disais en fait, ayant un ratio longueur-épaisseur assez faible. Donc les coques, donc c'est par exemple comme je vous le mets, hein, tout ce qui va être pièces de tôlerie que vous allez faire sur SolidWorks en automatique, dès que vous allez les mettre en fait dans la simulation, automatiquement il va les convertir en fait en coques. À l'exception en fait du test de chute, comme je vous le disais, où là c'est un petit peu particulier, on a besoin d'une géométrie de type volumique. Si vous faites des pièces en surfacique pure, vous allez avoir le même process en fait, hein, automatiquement ça va être transformé en coque. La grosse différence c'est que quand vous faites une pièce de tôlerie, il y a plus d'intelligence. Si vous faites une pièce de tôlerie, en fait vous définissez en fait dans SolidWorks son épaisseur. Donc du coup ce qui est bien, c'est que ces simulations vont récupérer cette épaisseur là. Contrairement à lorsque vous faites un maillage, enfin un modèle de simulation 100% surfacique. Ça sera à vous en fait de définir manuellement les épaisseurs. Et donc, autre option, on peut aussi spécifier manuellement en fait les surfaces qu'on souhaite transformer en coque. Donc je vous l'ai mis à l'écran, hein, typiquement sur un solide ici. Je vais pouvoir ici définir en fait des coques à partir des faces sélectionnées. Et automatiquement, c'est lui qui va générer la coque en question. Donc pour faire ça, hein, un simple clic droit sur le corps volumique dans l'arbre de simulation, et vous faites définir des coques avec les faces sélectionnées. Donc on peut regarder un petit exemple si vous voulez. Donc ici, hein, très simplement sur ma pièce volumique, je vais avoir la possibilité de faire ici définir des coques à partir des surfaces sélectionnées. Je vais pouvoir ainsi sélectionner ce que je souhaite convertir en coque, définir si c'est plutôt mince, épaisse ou composite, en fonction de la licence que vous allez avoir. Et à partir de là, en fait, il va me générer une coque, automatiquement. Donc on voit par contre qu'ici la coque est bien générée, il y a le matériau qui est bien redescendu de SolidWorks, mais pour appliquer son épaisseur, en fait, je vais éditer la définition et la mettre ici. Voilà pour les coques. Alors très important aussi sur les coques, donc là c'est simple hein, quand on n'a qu'une seule coque, mais c'est rarement le cas. Une option en fait que tout le monde ne connaît pas forcément en fait, qui s'appelle le réalignement des coques. Donc vous l'avez peut-être vu en fait lorsque vous faites une coque dans simulation en fait vous avez un côté qui va être orange, un côté gris en fait selon ce que vous avez paramétré.
D'ailleurs, on peut le faire rapidement. Voilà. Donc vous avez un côté orange, un côté gris en fait. Donc ça c'est finalement pas primordial sur une seule coque. Ça va l'être en fait lorsque vous en avez plusieurs. Donc pour ça en fait vous avez une fonction qui s'appelle le réalignement des coques en fait, qui va vous permettre lorsque vous avez plusieurs coques de les remettre toutes dans le même sens. Donc ici, je vous ai précisé que l'option n'est pas primordiale lorsqu'on fait une étude, enfin lorsqu'on regarde les résultats de déplacement ou des résultats de température dans une étude thermique. Mais par contre, il est impératif en fait qu'elle soit alignée dans le cas où les contraintes en fait sont importantes. Donc c'est une option réglable qu'on peut décocher ou non. Voilà, donc je vais faire une... On fait une deuxième coque. On va mailler tout ça. Alors, donc là en fait, je vois, j'ai mes deux coques. Donc automatiquement le sens est émis, mais il n'y a pas de cohérence comme elles ne se touchent pas. Donc dans simulation ici, je vais pouvoir aller en fait activer ou désactiver, ici dans les options par défaut, puis maillage, aligner automatiquement en fait les coques. Dans le cas où j'ai pas envie que SolidWorks le fasse, je peux aussi le faire manuellement en fait, tout simplement en sélectionnant la face en question, et en faisant un clic droit sur maillage, et retourner l'élément coque. Vous voyez, automatiquement j'ai inversé son sens. Donc il est important de garder à l'esprit en fait que si vous avez des contraintes importantes, il est impératif excusez-moi, hop, une photo en trop là. Voilà. Donc comme je vous le disais, donc les coques non alignées, les coques alignées, et comment les retourner. Donc on l'a vu brièvement, la possibilité de modifier la définition d'une coque. Donc on va pouvoir définir en fait que la coque est mince en fonction en fait de son ratio longueur épaisseur, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait, communément en fait lorsque le ratio est inférieur à 0,05. Lorsque vous avez un doute en fait, optez pour une coque épaisse. Par défaut en fait, au moins il n'y aura pas de doute. Nouveauté intéressante depuis 2011, la possibilité en fait dans certains cas de mettre un décalage sur les coques. Donc vous pouvez là comme c'est présenté en fait à droite, la possibilité donc de mettre en fibre neutre, plutôt à l'extérieur, plutôt à l'intérieur, ou la décaler dans certains cas. Une chose qu'on regarde pas forcément tout le temps, mais qu'on devrait en fait, qui est la qualité du maillage. Donc selon les cas, en fait, on va avoir des éléments qui vont être déformés en fait, qui vont être élancés.
Donc notre fameux élément tétraédrique, typiquement sur du maillage volumique, ou même sur du maillage coque, on va avoir la même chose avec un triangle, va avoir tendance à s'étirer en fait. Et du coup, vous avez une concentration de contraintes qui va se faire sur ces éléments qui n'est pas représentative en fait de ce qui se passe dans votre modèle. Donc pour le contrôler, en fait, vous avez un outil, ce SolidWorks, qui s'appelle en fait le tracé de maillage. Donc si vous allez en fait dans cette partie-là qu'on affiche notre maillage, vous allez pouvoir faire ici un tracé de maillage. Donc vous allez pouvoir contrôler en fait le maillage, l'aspect, donc l'aspect ratio en fait c'est donc la déformation comme je vous le disais des éléments, ou le jacobien. Et donc on voit ici, vous avez en fait donc les zones bleues qui vont être communes, et vous avez des zones rouges en fait parce que vous avez des éléments qui vont être relativement déformés. Donc ça indique les zones potentiellement où on peut voir apparaître des concentrations de contraintes par une défaillance en fait de ces éléments-là. Donc il est possible en fait donc du coup d'ajuster votre maillage. Et donc comme on va le voir après, par exemple, mettre des contrôles de maillage. Donc le jacobien, pareil, autre méthode de vérification pour valider que votre maillage est bon. En fait, comme vous pouvez le voir à l'écran, en fait, sur la petite photo, la petite pyramide à base triangulaire là, à gauche. Donc l'élément, comme je vous le disais tout à l'heure, composé en fait de 4 ou de 10 nœuds. En fait, les nœuds intermédiaires que vous avez au milieu de chacun des brins, en fait, c'est ce qui va permettre la déformation de l'élément. Et donc plus le jacobien, le nombre de jacobiens va être élevé, plus vous allez avoir de points de contrôle en fait sur ces brins, pour voir en fait si l'élément s'entrecroise ou pas. Auquel cas en fait vous allez encore avoir des résultats incohérents. Donc le jacobien, c'est directement réglable lorsque vous êtes dans votre maillage ici. Vous avez la possibilité ici de choisir le nombre de points de jacobien en fait qui serviront sur le contrôle. Donc par défaut c'est 4. Hein. Les contrôles de maillage. Donc sur le petit exemple que vous avez déjà un petit peu vu à l'écran, là je vous ai mis les différentes possibilités qu'on pouvait avoir. Donc si on regarde un petit peu plus en détail, donc sur un maillage, donc là je vous ai fait les différentes études, hein, sur un maillage standard, donc on va pouvoir obtenir ceci. Hein. Donc on peut éventuellement resserrer si on a envie. Donc on voit que les éléments sont relativement réguliers. Là, bon, on voit qu'il y a des éléments qui sont déformés parce qu'il n'y a pas de zone affinée ni de transition automatique. On pourrait faire le même ici par exemple avec une transition automatique. Où pour le coup, en fait, les éléments, vous voyez, sont nettement plus petits. Ça n'exclut pas toujours qu'il y ait une déformation, mais les éléments, en fait, on voit qu'ils ont été resserrés en fonction, en fait, de la courbure. On va aller un petit peu plus loin, donc là, on va passer sur le maillage basé sur la courbure, qui lui, pour le coup, en fait, a vraiment fait des éléments là qui collent sur le congé, on le voit bien. Donc on voit aussi qu'il y a nettement plus d'éléments. Hein. On voit aussi qu'il est moins régulé. Donc le maillage standard. Donc dans certains cas là, j'ai fait ce qu'on appelle un contrôle de maillage. Donc un contrôle de maillage, ça se définit de la façon suivante. Vous allez faire ici clic droit sur maillage, définir un contrôle.
et vous allez pouvoir spécifier en fait des zones à resserrer. Donc on pourrait par exemple, donc je vais le faire sur une nouvelle étude, par exemple celle-ci, voilà. Voilà, on pourrait choisir ici de resserrer ces zones-là. Donc vous voyez, on peut spécifier des faces. On pourrait aussi choisir, par exemple, de spécifier uniquement cette arête-là. Ou pourquoi pas un sommet. Donc là, vous avez énormément de possibilités à ce niveau-là. Donc typiquement, si on spécifie ces faces-là, même celle de derrière, voilà. Donc là, vous allez définir la taille de vos éléments. Donc de préférence plus petit que la taille du maillage global, sinon ça sert pas à grand chose. Ici, votre ratio de croissance. Encore une fois, vous validez. Donc on va patienter quelques secondes le temps qu'il fasse. Hop, on va cacher les symboles. Tac. Voilà. Voilà ce qu'on pourrait obtenir en fait, en resserrant juste cette zone-là par exemple. À condition que ce soit une zone utile pour vous, hein, bien entendu. Donc je vous ai fait 2-3 exemples un petit peu pour que vous voyez ce que ça peut donner. Donc par exemple, si je fais le contrôle ici sur une face, voilà, je l'ai fait sur cet exemple, donc on voit bien ici que le maillage est nettement plus resserré et régulé comparé au reste. Et donc améliore la définition ici sur la portée cylindrique. On va pouvoir faire la même chose en fait ici sur nos arêtes. Le sommet qui pour le coup est nettement moins visible. Donc là il faut vraiment le savoir, hein. Là pour le coup on le voit pas beaucoup. Et donc sur un corps complet en fait, hein, pour spécifier un corps, donc c'est très simple, hein, quand vous faites la définition de votre contrôle, ce que vous faites c'est que vous allez le chercher en fait, directement dans votre arbre de création ici. Parce que si vous le sélectionnez, vous n'obtiendrez jamais le corps. Donc passez bien par l'arbre de création, vous faites votre maillage, et voilà ce qu'on peut obtenir. Donc après en fait, hein, ça va être tout ce qu'on va pouvoir utiliser en standard. Après vous avez des méthodes un petit peu plus avancées en fait sur le maillage volumique qui vont vous permettre comment dire, d'affiner vos réglages au même titre que les boucles que je vous ai montré tout à l'heure. Là, je vais pas forcément rentrer trop dans le détail, ça pourra faire l'occasion d'un prochain webcast. Mais vous avez ce qu'on appelle ici les méthodes adaptatives en fait. Donc notamment de type H, où on va pouvoir en fait définir la précision souhaitée avec un nombre de boucles en fait et automatiquement, si vous voulez, il va affiner le maillage jusqu'à temps qu'on obtienne quelque chose de propre. Donc par contre, c'est limité au maillage volumique. Et donc le maillage de type adaptatif P aussi. Avez-vous des questions sur tout ce qu'on vient de voir sur le maillage volumique et le maillage coque?
Alors, une question intéressante en fait concernant, donc là c'est pas tout à fait, enfin si ça fait en partie du maillage, mais aussi plutôt de l'étude. Donc la question c'est, est-ce que sur des pièces symétriques en fait on peut économiser la moitié du maillage? Donc là, de manière plus générale, en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va effectivement réaliser l'étude sur un secteur ou une portion de pièce. Dans certains cas, si vous êtes purement symétrique ou purement cyclique, on va pouvoir effectivement découper notre pièce et mettre une condition dans notre étude qui fait que je définirais que c'est symétrique. Donc là, on est plus du domaine de l'étude que du maillage. Mais ici, par exemple, si je coupais ma pièce en deux, je pourrais lui indiquer dans mes déplacements imposés, donc hop, on va un point de géométrie fixe, tac, avancer. Et ici, en fait, vous avez ce qu'on appelle la symétrie. Et du coup, vous allez pouvoir effectivement, donc dans le cas où votre pièce est purement symétrique et que vos chargements sont symétriques aussi, on va pouvoir utiliser cette fonction-là. Dans le cas où vous êtes sur une symétrie de type circulaire, on utilisera celui d'en dessous, où en fait on va pouvoir faire l'étude sur un secteur. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut faire pour effectivement économiser du temps, de la ressource. Après, bon, c'est toujours, dans tous les cas, les préconisations que moi je peux vous donner sur la simulation, déjà de base en fait, ça va être de ne pas travailler sur un modèle qui est prévu pour la fabrication. Il faut prévoir un modèle en fait qui va correspondre à vos hypothèses de calcul. Toujours. Sur votre modèle de simulation, vous n'allez pas mettre la quincaillerie. On ne met pas en fait les boulons. On va pas mettre tout ce qui est rondelle. Dans 99% des cas, en fait, vous allez pouvoir traiter tout ça en fait au travers en fait des outils que vous avez à votre disposition. Donc vous allez avoir en fait ici les boulons par exemple, que ce soit de l'ancrage ou non. Donc bien prévoir son modèle de simulation complètement distinct du modèle de fabrication. On ne vise pas la même chose. Ok, pas d'autres questions pour le moment. Dans tous les cas, je ferai une seconde formation, donc là plutôt orientée sur pourquoi pas les poutres, le maillage mixte, de toute façon à ce qu'on puisse mélanger un petit peu tout ça. Et une notion aussi intéressante qui est apparue en 2011, la possibilité en fait de faire une étude 2D. Et donc qui permet d'avoir des résultats plus rapides, des maillages nettement plus fins en un moindre temps. Y a-t-il d'autres questions, besoin de compléments sur, sur la partie Voronoi-Delaunay ou autre? Parfait. Si s'il n'y a pas d'autres questions, si jamais vous en avez qui reviennent après cette formation, je vous invite, hein, comme d'habitude, à réagir directement
sur le guide 3D, là sur la formation en question, de façon à ce qu'on puisse y répondre. Sinon, bah, je vous souhaite un très bon appétit et une très bonne fin de semaine.